On vous en avait parlé la dernière fois avec Théo et également aussi sur Mickaël. Donc Michael Saylor avait fait une interview, comme il avait l'habitude de le faire, et à un moment donné, il a eu un propos qui a pas du tout, du tout, du tout plu à la communauté crypto, en expliquant que le self-custody, la réalité, c'était que c'était pas forcément obligatoire, et il expliquait qu'aujourd'hui, il y avait un intérêt de ne pas utiliser le self-custody, mais plutôt de faire confiance aux banques, au gouvernement, et il traitait les gens de crypto-anarchistes, crypto-anarchistes, tous ceux qui étaient pour le self-custody. Et bon, bah forcément, pour ceux qui sont dans la crypto quand même depuis un minimum de temps, ont compris que si la crypto a de la valeur et a un intérêt, c'est grâce et exclusivement grâce au self-custody. D'accord. Il y a la décentralisation, la résistance à la censure. Mais sans le self-custody, la crypto, pour moi, n'aurait aucune valeur et ça n'aurait strictement aucun intérêt. Donc, ce pourquoi la crypto existe, c'est grâce au self-custody, donc le fait de détenir vos crypto-monnaies en nom propre, sur un ledger, sur un trésor, en hors ligne ou ce que vous voulez. Et donc, bon, bah forcément, il y a eu une levée de bouclier énorme dans la communauté crypto. Il s'est fait insulter dans tous les sens. Et après, il a refait un communiqué en expliquant que, évidemment, je suis favorable au self-custody pour les personnes qui le souhaitent et le peuvent, a déclaré Saylor dans un nouveau message, après avoir encouragé la conservation dans les grandes banques. Parce que lui ne joue plus le même rôle que 99,99999% de la population. Il a plusieurs milliards en bitcoin, hein, et donc aujourd'hui, il prête ses bitcoins à des banques, à des institutions, en échange d'un taux d'intérêt. Mais évidemment, l'approche et la stratégie de Michael Saylor, c'est absolument pas la stratégie que vous devez adopter, vous, en tant qu'investisseur particulier. D'accord. C'est pas du tout la même approche. Et donc, évidemment que le self-custody, c'est important, c'est central, et c'est même pour moi la base pour la crypto, et c'est ce pourquoi ça a été créé quand même au départ. Donc voilà, il est revenu quand même sur ses propos. Je pense que pour beaucoup, ça a été aussi un peu mal interprété. Et il parlait en fait pour ce qu'il fait lui. Et je pense que quand on est au stade de Michael Saylor, on peut plus se permettre de cracher sur les banques et de rester sur la dynamique dans laquelle bah, nous, on s'inscrit depuis le départ. Si vous êtes dans la crypto depuis 2011, 2012, 2013, 2014, etc., vous avez connu énormément de choses en crypto, vous avez compris l'intérêt même du self-custody. Même ceux qui sont arrivés sur le dernier cycle, hein, avec FTX, avec Luna, avec Celsius, avec toutes ces plateformes-là, BlockFi, et on en aura plein d'autres par la suite. Je pense que vous avez compris vraiment l'intérêt de détenir vos cryptos en nom propre. Mais lui, aujourd'hui, il peut plus se permettre de cracher sur les banques et les institutions parce que ça reste aussi son gagne-pain. Donc, il est obligé un peu d'avoir son discours, ce discours-là. Et je pense qu'il y a aussi un fond de vérité, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de base de la crypto qui était de dire euh, on va se passer des banques, on va se passer des institutions, et ça, c'était vraiment l'idée cypherpunk au départ. Et aujourd'hui, la communauté crypto acclame les gens et les grosses institutions qui arrivent avec des ETF. On a aujourd'hui l'arrivée de BlackRock, on a toutes les grandes banques. Et là, comme par hasard, le discours a quand même pas mal changé parce qu'on a très bien compris que si on veut que nos bags pump et qu'on ait une valorisation importante de nos cryptos, bah, faut qu'on ait du vrai argent qui rentre. Et le vrai argent, bah, c'est pas les pauvres retail qui ont quelques milliers d'euros à investir, c'est les institutions, c'est les gouvernements, c'est les entreprises. Et donc, bah, il y aura forcément un lien et des passerelles entre les deux. Et là où l'idée de base, c'était de dire on va détruire les banques, il y aura plus d'institutions, le Bitcoin va tout remplacer. Là, je pense qu'on est sur une vision qui est beaucoup plus mesurée, de se dire il va y avoir une cohabitation. Et nous, ça fait des années qu'on vous dit ça. Il va y avoir une cohabitation. Tous les dinosaures qui voulaient pas se remettre en question et évoluer correctement, à mon avis, bah, seront obligés d'évoluer dans tous les cas et de remettre leur perspective à jour, sous peine, bah, de ne plus exister et de tomber en fait dans l'oubli et même dans la faillite la plus totale. Et toutes celles bah, qui comprendront l'intérêt de pouvoir proposer des cryptos, de pouvoir faciliter aussi les transferts et les échanges de fonds entre cryptos, etc., prendront des nouvelles parts de marché, évolueront, je pense, dans le bon sens, et puis seront amenés à perdurer avec le temps. Mais je vois pas un monde, en fait, là où l'idée de base, c'était de dire on va remplacer les banques n'existeront plus. Aujourd'hui, on est plus dans un système où on va avoir une cohabitation avec les deux. Et d'ailleurs, si on veut qu'il y ait de l'argent qui rentre dans la crypto, on est obligé de passer par les banques dans tous les cas. Il faut qu'il y ait un pont fiat crypto, crypto fiat. Et ça, pour moi, c'est indiscutable et c'est super important, en fait. Voilà. Donc, il y a les deux discours aujourd'hui. Vraiment, faites attention à ce que vous allez voir. C'est pas parce que Michael Saylor aujourd'hui achète du Bitcoin qu'il est forcément dans le même camp que vous. Il joue plus du tout le, il joue plus du tout dans le même niveau, dans la même cour que la plupart des personnes que vous retrouvez en crypto. Et donc,
Ne faites confiance à personne, ça pareil, c'est un truc qu'on répète tout le temps, ne faites confiance à personne, y compris à Michael Saylor. Ça a été, quelqu'un qui a donné aussi des très, 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 très mauvais conseils. Pas le par passer sur le bitcoin. Il n'a pas voulu acheter du bitcoin quand il était à 100-200 $, 300 en 2013. Il a préféré l'acheter à 10 000, 20 000, 30 000 un petit peu plus tard. Aujourd'hui, il est convaincu de ça, mais il peut plus forcément revenir trop en arrière sur sa décision parce il a fait énormément de levées de fonds et des effets de levier. D'accord, on peut être convaincu sur ce truc-là, mais aujourd'hui, bah, il est obligé aussi un peu de prêcher pour sa paroisse. Et ça a été quand même quelqu'un, et moi, ça m'a énormément, enfin pas mal énervé quand même sur le dernier cycle, et ça m'a énormément interpellé quand il a vraiment, incité les gens à vendre tous leurs actifs, leur résidence principale, tous les actifs qu'ils pouvaient avoir pour aller FOMO le top, sous effet de levier, lors du cycle précédent. Voilà, faites vraiment attention, ces gens-là non plus, n'ont pas les mêmes notions de risque que vous. Même si Michael Saylor perdait son entreprise, perdait tous les bitcoins qu'il avait, oui, il perdrait beaucoup d'argent, ça c'est clair. Mais tout le reste, il a à mon avis énormément d'immobilier, il doit avoir des actions en bourse, il doit avoir plein, plein, plein d'autres choses à côté. Et même si ça représente peut-être 5% de ses actifs aujourd'hui et que la grosse majorité c'est sur du bitcoin, 5% de ses actifs c'est peut-être des centaines de millions de dollars en fait. Donc voilà, quand les gens, quand il y a certains milliardaires qui viennent vous dire ouais, moi j'ai une grosse partie de ma net worth ou de ma fortune personnelle sur de la crypto et plus spécifiquement sur du bitcoin. En fait, les 3% peut-être qui leur restent à côté, c'est déjà du life changing en fait pour vous en fait. Donc c'est pas du tout le même rapport de force. Si aujourd'hui vous avez même pas de résidence principale, vous avez pas d'autres actifs à côté, vous avez 100% dans la crypto, évidemment que la notion de risque et la notion d'allocation d'actifs, de gestion d'actifs, d'allocation de portefeuille, c'est pas du tout la même chose que vous devez avoir en tête. Donc c'est vraiment des points qu'on répète hein, régulièrement avec Mickaël, mais vraiment faites attention. Le Bitcoin n'a pas besoin d'avoir une mascotte, n'a pas besoin d'avoir un représentant, n'a pas besoin d'avoir un Michael Saylor, un Max Kaiser, ce que vous voulez. En fait, on s'en fout. Euh, et surtout, la plupart de ces personnes-là, après, sont biaisées, qu'elles le veuillent ou non, parce que bah, elles ont aussi énormément d'argent investi là-dessus. Donc, elles ont un intérêt à ce que ça augmente. Donc, vraiment, prenez du recul et ne prenez pas pour argent comptant ce que vont vous dire ces personnes-là, malgré le fait que certaines d'entre elles ont eu également aussi une extrême réussite par le passé.